D'après les services de renseignement russes, Volodymyr Zelensky agace de plus en plus ses alliés internationaux qui pourraient donc envisager de le remplacer par quelqu'un d'autre. Ils ont dit quelqu'un de plus compétent. C'est-à-dire l'impérialisme n'a pas d'amis. L'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà. Parce que comme par hasard, avec cette version, toute l'implication des Britanniques et toute l'implication des Américains ou encore des Norvégiens, des Danois et des Polonais, pouf, ça disparaît. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui les relie à l'affaire. Pourquoi est-ce que subitement, dans l'affaire Nord Stream là, c'est le moment que les gars ont choisi pour accuser l'Ukraine du sabotage du Nord Stream? Pourquoi maintenant? C'est-à-dire, les récentes divulgations surprenantes des médias sur le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 semblent refléter une intensification des luttes pour la question ukrainienne. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Washington et les autres pays, les autres capitales européennes qui suivent la ligne politique des États-Unis commencent à vivement critiquer les nouvelles actions provocatrices de Kiev, témoignant donc de son désespoir croissant. Dans ce contexte, des conflits internes émergent, ce qui laisse présager une réorganisation des autorités ukrainiennes. Et pourquoi est-ce que ce serait possible? Parce qu'actuellement, il y a une perte de popularité du gouvernement en place et il y a clairement une déchéance de Zelensky. D'après les services de renseignement russes, Volodymyr Zelensky agace de plus en plus ses alliés internationaux qui pourraient donc envisager de le remplacer par quelqu'un d'autre. Ils ont dit quelqu'un de plus compétent. C'est-à-dire l'impérialisme n'a pas d'amis. Personne n'est l'ami de l'impérialisme. Dès que vous vous dites que vous allez travailler pour l'impérialisme, pour les intérêts de l'impérialisme, et que l'impérialisme sera reconnaissant envers vous par je ne sais quelle promesse qu'ils vous ont fait, vous allez très vite être désillusionné. Parce que l'impérialisme n'est l'ami de personne. En revanche, l'impérialisme est l'ennemi de tout le monde, même de l'impérialisme elle-même. C'est-à-dire parmi les impérialistes, il y a les impérialistes et des impérialistes. On voit très bien ça avec les États-Unis et l'Europe. C'est violent. Et tant que les gens ne vont pas comprendre ça, je vous promets, vous n'allez pas vous en sortir. Tant qu'il y a des dirigeants qui vont penser que l'impérialisme, à un moment donné, leur sera reconnaissant, vous êtes dans un terrible indemne, dans le lost, comme on dit. Vous avez déjà reçu un message lost sur vos appareils et consorts. Ça veut dire que le signal est perdu. Vous êtes perdu, vous êtes convaincu d'être connecté, non? Mais vous êtes coupé depuis longtemps. Avec une perte de contrôle apparente sur ses propres soutiens, y compris au sein du parti serviteur du peuple, l'avenir politique de Zelensky est incertain. Je pourrais m'avancer en disant l'avenir de Zelensky tout court est incertain. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette fuite d'informations à travers les journaux tels que le Wall Street Journal? Les responsables derrière la divulgation de cette enquête, que je mets entre de très gros guillemets, détaillent comment une poignée de spécialistes inexpérimentés a réussi à saboter un projet de plusieurs milliards de dollars parce qu'ils avaient plusieurs objectifs. Peu importe lesquels au fond. D'autre part, ils cherchent à minimiser les retombées d'une attaque directe de Kiev contre les infrastructures essentielles de l'Union européenne, en particulier celle de l'Allemagne. Berlin, de son côté, déjà mécontent des actions agressives de Zelensky depuis le début de la crise, aurait été donc profondément irrité en apprenant que ce seraient eux les responsables du sabotage sous-marin. C'est-à-dire qu'en pleine crise de popularité, le chancelier Olaf Scholz, un des gars les plus impopulaires de l'histoire récente de l'Allemagne, devait être perçu comme étant une victime des initiatives incontrôlées de Kiev, alors qu'il voulait pourtant aider Kiev. Mais bon, voilà comment est-ce que Kiev le remercie. Et tout ça pour gratter un peu la sympathie du public. Il y a aussi le fait qu'en présentant cette attaque comme le fruit d'une conspiration menée par des militaires et des hommes d'affaires imprudents, le Wall Street Journal tente de protéger les principaux protagonistes en éloignant donc les responsables de Washington. Ce qui fait en sorte que le président ukrainien est ainsi dépeint, est ainsi calligraphié comme étant un leader faible, incapable de contrôler ses propres troupes, tandis que son rival potentiel, Valéry Zalouni, est accusé de comportement irresponsable. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que Kiev aurait pris l'initiative de saboter l'infrastructure européenne Nord Stream 2 sans l'accord des États-Unis? Vraiment? On est bien d'accord sans discuter que cela nous semble à tous
hautement improbable. En réalité, le plus plausible, c'est que Washington ait soutenu ce sabotage pour rappeler à l'ordre l'Allemagne. Pourquoi le faire? Parce que l'Allemagne avait longtemps résisté aux pressions américaines contre la construction du gazoduc. La version qui dépeint un Zalouni incontrôlable est également très peu crédible, parce que depuis le début du conflit, il coordonne toutes ses actions avec les militaires américains. Littéralement, tout amène à croire que les États-Unis cherchent à la fois à étouffer discrètement un scandale qui pourrait nuire à leurs relations avec leurs alliés, et ils profitent de l'événement pour préparer le terrain pour un changement au sein des autorités de Kiev. Je répète encore, l'impérialisme n'a pas d'amis. Pour tous ceux qui pensent trahir, se disant que l'impérialisme va les récompenser. L'impérialisme est d'une violence inouïe et n'a pas d'amis. L'impérialisme trahit tout le monde. L'impérialisme se trahit elle-même. L'impérialisme n'a aucune loyauté envers personne. Ce que je retiens de l'affaire en tout cas, c'est que les complotistes avaient une fois de plus vu juste. Ceux qu'on appelait du moins les complotistes pour les discréditer. On nous présentait pourtant la Russie comme étant dirigée par une main cruelle. Dirigé par un dictateur avide de pouvoir, prêt à tout pour s'imposer, même au prix de détruire ses propres infrastructures. C'est comme ça qu'on présentait l'affaire, n'est-ce pas? Vladimir Poutine, accusé de toutes les dérives, dont les médias occidentaux du moins, aurait saboté lui-même le gazoduc Nord Stream, provoquant un choc à l'Allemagne. La presse européenne, unanime, affirmait que c'était l'œuvre d'un Poutine irrationnel, préférant faire exploser ses propres pipelines, plutôt que de simplement couper le flux de gaz. Et par la suite, quand il disait que ce n'était pas lui, pour les médias, c'était certain qu'il cherchait simplement à se défendre des accusations de l'Occident. Parce que c'était un acte de sabotage dont il avait honte lui-même. Parce que de toute façon, il n'avait plus toute sa tête. Pourtant, les enquêtes principalement menées par l'Allemagne ont peiné à progresser. Il n'y avait pas de nouvelles informations. Le silence autour de l'affaire s'est installé au fur et à mesure et des doutes ont commencé à s'accumuler. La version officielle diffusée sur les plateaux de télévision semblait de moins en moins discutée. On accusait Poutine de dissimulation, de manipulation, avec les Ukrainiens d'ailleurs, prétendument impliqués sous l'influence des Britanniques et le soutien tactique de Washington. Mais voilà que près de 2 ans après les explosions des gazoducs, Berlin lance un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien. On pourrait penser qu'il s'agit d'un agent russe déguisé, mais il semble bien que non. C'est un citoyen ukrainien. Cette révélation fait enrager les experts médiatiques qui doivent désormais revoir leur version et faire volte-face. Vous savez que quand ils ont déjà tellement insulté, c'est difficile pour eux de venir dire qu'on se trompait. Les gars veulent se m'appuyer, quitte à ce que ce soit le mensonge et que le mensonge perdure. En même temps, qu'est-ce qu'on attend de mieux de l'empire du mensonge et de tous leurs médias affiliés qui permettent la propagation de leurs fausses informations? Selon la presse maintenant, il s'agit d'une opération menée par un groupe d'Ukrainiens avec l'approbation de Zelensky lui-même. Cependant, la situation semble très embarrassante parce que l'auteur des faits qu'on a accusé a disparu. Pouf, comme ça, comme par magie. Ainsi, l'affaire prend une tournure inattendue. Selon le récit relayé par le Wall Street Journal, un groupe d'Ukrainiens, quelque peu éméchés, aurait orchestré ce sabotage avec des moyens extrêmement limités. Une histoire farfelue où quelques plongeurs amateurs munis d'un masque, d'un tuba et des explosifs seraient venus à bout de ce projet colossal en quelques plongées à peine. Bien sûr, je ne dis pas que le scénario est impossible. C'est probable. C'est-à-dire que on a déjà vu des cas comme ça dans l'histoire. C'est pas comme si ça sortait de nulle part. Mais c'est trop difficile d'ignorer l'aspect très pratique de cette version. Et dans une vidéo, je le disais déjà, le hasard n'existe pas. Pas à ce niveau en tout cas. Parce que comme par hasard, avec cette version, toute l'implication des Britanniques et toute l'implication des Américains ou encore des Norvégiens, des Danois et des Polonais, pouf, ça disparaît. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui les relie à l'affaire. La tournure est tellement parfaite que même les personnes les plus crédules doivent se poser des questions. Dans tous les cas, les révélations d'un sabotage commis par un autre pays, autre que la Russie, contre une infrastructure russo-allemande pourraient avoir des répercussions très importantes. Cela pourrait même amener à se demander si les clauses de défense mutuelle de l'OTAN ne devraient pas être activées. Ce serait intriguant, voire même amusant, de voir l'Alliance Atlantique demander des comptes à Zelensky, alors que de l'autre côté, le peuple allemand pourrait réaliser qu'il a été trahi par ses alliés occidentaux, en particulier les États-Unis. Ce serait vraiment très intéressant de voir ça. Je suis curieux de voir le tapage médiatique que ça va créer. Et il faut aussi dire qu'en parallèle de ces révélations sur le Nord Stream, les Américains continuent tranquillement de mener leurs affaires. Que ce soit leurs affaires avec les Européens, à qui ils vendent leur gaz liquéfié à des prix très élevés, ou plus étonnant, leurs affaires avec les Russes. Alors que les entreprises européennes, notamment françaises, ont été vivement incitées à quitter la Russie sous peine de représailles.
Il semble que cette règle ne s'applique pas aux compagnies américaines. Il y a plusieurs entreprises américaines qui poursuivent librement leurs activités en Russie. Même dans le secteur sensible du pétrole qui a créé la destruction du Nord Stream là. Et qu'est-ce qui prouve ça? C'est l'expansion récente d'un groupe américain sur le sol russe. Quand la France a vu ça, elle s'est aussi dit qu'elle pourrait transgresser la règle et recommencer à travailler avec la Russie parce que mine de rien, ça coûte cher au porte-monnaie. Le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. Pendant que l'Europe s'affaiblit en Europe, en Ukraine, je rappelle quand même une chose importante, André, c'est que l'Ukraine a signé 9 réacteurs nucléaires avec les États-Unis. Alors moi je veux bien qu'on arme, pourquoi pas, c'est la décision du président de la République. C'est la décision du président. D'accord. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, l'ambassade de France aux États-Unis, et c'est sorti dans les milieux autorisés, a émis une note d'alerte pour expliquer que les États-Unis, et en particulier le Congrès et les républicains de Donald Trump, sont en train d'envisager des lois extraterritoriales pour sanctionner la filière nucléaire française qui travaille avec la filière russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française, et de l'autre côté, et en même temps, il est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions des banques russes. Et encore une fois, c'est pas une information de la propagande du Kremlin, c'est une information provenant du département d'État américain et du département du Trésor. Sur le terrain de l'économie et des sanctions, on pensait qu'il y avait des sanctions contre la Russie, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Regardez ce qu'on apprend, que l'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà, c'est-à-dire que pendant les combats, le business continue en quelque sorte. Alors, si on doit résumer, c'est que tandis que la presse occidentale continue de se perdre dans les conjectures sur les véritables responsables du sabotage Nord Stream, ça devient de plus en plus évident que le principal bénéficiaire de cette destruction n'est personne d'autre que les États-Unis. Le principal bénéficiaire, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et c'est pas comme si on le découvre, c'est pas comme si on l'apprend. Depuis le début de l'affaire, tout le monde avait déjà une idée fixe. On savait déjà que c'était eux. Simplement, voilà, on ne peut pas le dire parce qu'il y a des experts qui mènent des enquêtes. Cette idée qui était, il y a encore quelques temps, une théorie conspirationniste qui avait été avancée dès septembre 2022 et qui a été appuyée quelques mois plus tard par des journalistes et des analystes un tant soit peu sérieux, même s'il y a des fois où les scénarios qu'ils mettaient en place n'étaient pas très crédibles, c'était encore sujet à débat. Mais les gens avaient déjà une très claire idée de ça depuis le début. Maintenant, il semble que les suppositions jugées délirantes des complotistes aient une fois été avérées. Maintenant, c'est la réalité, c'est plus des suppositions délirantes. Pendant que la presse, assistée par des experts professionnels, n'aura pas su occulter la vérité au cours des 24 derniers mois, les discours officiels révèlent la vérité aujourd'hui et on a bien compris. Ils ont été clairs, c'est du vent, c'était de la poudre aux yeux. Simplement une manière de détourner l'attention des gens. Alors, on pourrait bien se demander combien de temps est-ce que ce nouveau narratif va tenir face aux faits. Combien de temps encore est-ce que les médias et les gouvernements parviendront à dissimuler toute l'implication des Britanniques ou encore de la CIA, c'est-à-dire des États-Unis dans cette affaire? Combien d'explications farfelues est-ce qu'ils vont encore inventer pour rationaliser les révélations qui vont venir? Moi, je suis trop curieux de voir. Et vraiment, je lis les trucs, je suis là, waouh! Ils ont osé. Et à chaque fois, ils osent. Quelle autre histoire, quel autre récit qui a été longtemps moqué et traité de complotistes, de théories du complot, vont se révéler maintenant exacts? Et combien de temps ça va prendre? Quelques semaines, quelques mois? Finalement, combien de temps pourra encore durer cet enfumage, cette mascarade, cette arnaque destinée à renforcer la puissance américaine, la domination américaine? Et surtout, quelle nouvelle fable grossière est-ce que les médias et les politiques vont encore inventer pour maquiller l'échec, le cuisant échec de la guerre en Ukraine? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des réponses, vraiment, j'attends tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.